Bonjour, je m'appelle Madame Mariama Sonko. Je suis sénégalaise et j'habite au sud du Sénégal, dans la région de Ziguinchor, plus particulièrement dans le village de Niaguis. Donc actuellement j'ai 59 ans et mon niveau d'études c'est la première secondaire. Et depuis 2015 que nous avons mis en place cette ferme agroécologique avec ma structure de base appelée AJAC Local, qui est membre d'un mouvement panafricain appelé Nous sommes la solution, où j'assure la présidente actuellement. On est dans 12 pays en Afrique de l'Ouest et nous promouvons la pratique agroécologique et les droits des femmes rurales. Aujourd'hui, nous sommes dans toutes les cultures. On est dans les grandes cultures, on est dans l'horticulture, on est dans l'agroforesterie. Parce que la pratique que nous promouvons, elle est transversale, qui est la pratique agroécologique. Et c'est dans tous les domaines où on retrouve cette pratique qui joue son rôle. Donc, si nous promouvons cette pratique, nous devons toucher toutes les cultures pour un peu démontrer le message que nous portons par rapport à cette pratique. Notre exploitation a une superficie de 3 hectares. La majeure partie de nos productions sont basées sur des semences paysannes, mais nous utilisons néanmoins des semences améliorées basées sur les pratiques agroécologiques parce que c'est sur la demande aussi des consommateurs. Et nous voulons aussi démontrer que ces semences améliorées peuvent être produites à base des savoirs ou des pratiques agroécologiques. Donc, nous en utilisons par exemple le carotte, chou, betterave, nous utilisons les laitues, vraiment à base des pratiques agroécologiques. Nous allons même jusqu'à extraire des semences de ces spéculations améliorées. Aujourd'hui, les premiers défis, c'est l'appauvrissement de la terre, parce que nos terres sont appauvries. Mais aussi, il y a la présence des attaques. Donc, sur les pratiques agroécologiques, puisque c'est un centre d'expérimentation et de renforcement de capacité, nous renforçons les acteurs sur comment produire un engrais, un biofertilisant ou un bioprotecteur. Donc, nous sommes en train aussi d'expérimenter ces bioprotecteurs et les biofertilisants pour mieux observer et donner vraiment des arguments très sûrs avec l'encadrement des acteurs qui sont autour de nous, qui vont encore apporter leur témoignage sur la valeur des produits qu'on les propose. Et l'autre chose, c'est vraiment par rapport à la commercialisation, parce qu'aujourd'hui, puisque nous sommes dans la promotion de cette pratique agroécologique ou agrobiologique, on ne peut pas vendre les produits selon leur valeur, parce que ça va coûter cher. Donc, on est en train de montrer les gens sur tout ce que nous disons par rapport à cette pratique agroécologique, les bienfaits de cette pratique agroécologique. Nous sommes en train de promouvoir le consommer local pour que les gens puissent s'en approprier et pouvoir connaître la valeur des produits que nous sommes en train de promouvoir. Donc ça aussi, c'est un défi parce que quand tu vas au marché, tu ne peux pas identifier les produits agroécologiques et les produits conventionnels parce que c'est le même prix dans le marché. On n'a pas un marché spécifique de produits agroécologiques, c'est un défi. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir comment on va travailler sur les marchés territoriaux, surtout basés sur les produits agroécologiques, parce qu'on commence à avoir beaucoup d'acteurs qui sont en train de s'activer par rapport à cette pratique agroécologique. Et il faudrait qu'on aille vers ça. Nos produits agricoles sont commercialisés au même prix que les produits conventionnels qui sont produits dans la zone. Je venais de le dire. Parce qu'aujourd'hui, si nous essayons de regarder sur la valeur du produit que nous avons, on aura du mal à le faire consommer par les producteurs eux-mêmes. Mais notre premier objectif, c'est comment faire consommer
ce produit par les producteurs eux-mêmes. Et aussi permettre à ceux qui veulent en consommer de pouvoir avoir une disponibilité et de pouvoir acheter. Pour un début, au moment où nous sommes, nous mettons l'accent sur le consommer local. Comment on peut pousser les gens à consommer ce qu'ils produisent parce que ça a été un grand défi. On produisait tout ce qui est bien et on le commercialisait et on consommait ce qui est mauvais. Donc c'est ce travail qu'on est en train de faire parce que avant qu'on ne travaille, il faudrait que nous soyons en bonne santé. Et la santé est primordiale pour nous permettre de faire un bon travail. Donc ceux qui travaillent doivent manger ce qui est bien. Et le travail que nous sommes en train de faire, c'est d'abord conscientiser les gens sur les valeurs des produits agroécologiques ou agrobiologiques, mais aussi aller vers le marché pour un peu faire cette différence entre ces produits agroécologiques et ces produits conventionnels. Beaucoup de commerçantes se sont rendus compte sur la durée de commercialisation des produits. Avec les produits agroécologiques, vous pouvez les conserver pendant une semaine sans que ça se fane. Alors qu'avec les produits conventionnels, 2 jours, 3 jours, ça pourrit. Donc, si tu essaies de voir par rapport à la rentabilité, les produits agroécologiques sont plus rentables et plus qualitatifs ou nutritifs que les produits conventionnels. Donc, tout ça, c'est des axes sur lesquels nous sommes en train de travailler. On a besoin des gens qui vont nous soutenir, qui vont nous accompagner pour qu'on puisse conscientiser d'abord les consommateurs et ensuite les autres clients. Au niveau du centre, nous sommes dans l'élevage de volailles, l'élevage d'ovins et de caprins. Mais nous sommes sur l'élevage de bovins. Au moment où nous sommes, on a déjà construit l'étable fumière bovin, mais on a confié nos bœufs à un troupeau parce qu'on n'a pas encore cultivé les aliments. Comment nous pouvons les élever au niveau de la ferme. Donc, on est en train de chercher un espace encore pour pouvoir cultiver comment on appelle là, les herbes là pour l'alimentation des animaux. Donc, on est vraiment dans la volaille et les ovins. Actuellement, on a plusieurs races de volailles. Nous avons des pintades, nous avons des oies, nous avons des canards, nous avons des poulets locaux, on a les drahman, c'est des poulets, c'est des espèces de poulets, on a les poulets hollandais, on a les petits oiseaux là, les cailles, on a des cailles, on a aussi des lapins avec nous. Donc nous avons essayé de formuler la basse-cour. C'est une basse-cour qu'on veut montrer aux gens que dans l'élevage, si nous voulons faire un élevage de qualité et non de quantité, on doit se baser sur la basse-cour où on retrouve toutes sortes d'animaux, surtout de volailles, dans un même espace. Donc, c'est cet élevage que nous faisons, même avec les caprins et ovins. C'est au moment de se coucher qu'on ne les met pas ensemble, mais quand c'est le jour, nous les mettons dans la même cour avec les volailles, tout ensemble. Et c'est vraiment cette cohabitation-là que nous créons entre les animaux, parce que c'est ce qu'on a trouvé dans la nature. Nous pratiquons l'élevage extensif, qui est une pratique qui est économe en intrants, mais aussi qui n'est pas misée sur la productivité individuelle ou sur l'économie collégiale. Donc pour nous, l'élevage que nous faisons, c'est un élevage qui nous permet d'avoir des produits de qualité mais nutritifs. Donc c'est dans l'espace et avec nos produits
agroécologique. Dans l'élevage, c'est la surpopulation. Quand il y a surpeuplement, on a souvent des problèmes. Mais comme nous sommes dans la pratique agroécologique, nous travaillons plus dans le préventif que dans le curatif, avec des antibiotiques naturels que nous utilisons pour l'élevage et aussi avec la mélasse pour un peu renforcer l'énergie sur les sujets que nous élevons. Donc, on utilise soit du piment, de l'ail, des écorces, des feuilles, du moringa, beaucoup de produits naturels pour vraiment assurer la santé des animaux. Bon, on a un vétérinaire avec qui nous travaillons, mais on n'a jamais vacciné nos sujets, jamais. C'est avec ces antibiotiques que nous traitons nos animaux. Mais souvent, on fait appel à des vétérinaires pour qu'ils viennent voir les pratiques que nous utilisons sur l'élevage que nous sommes en train de développer. Et souvent, on est toujours apprécié parce que c'est des choses qui sont rares. Et même si on a des poulets, c'est rare de voir qu'il y a des malades ou des attaques. Il y en a, mais pas trop. Depuis 6 ans que nous pratiquons la pisciculture. Nous élevons le tilapia et les silures. Nous avons 5 bassins hors sol, mais nous avons un bassin de reprise de 100 mètres cubes qu'on a connecté avec les eaux usées des bassins piscicoles. À chaque fois qu'on vide, l'eau qui est vidée est versée dans le bassin de reprise pour l'irrigation des cultures qui sont au niveau de la ferme. Parce que aussi, c'est des biofertilisants que nous avons de ce côté. Donc, c'est ce qui fait que dans ce bassin de reprise, aujourd'hui, avec les larves qui s'échappent et les œufs des poissons, on s'est retrouvé avec beaucoup de poissons dans ce bassin de reprise qui est actuellement un bassin de grossissement que nous utilisons avec l'appui de ANA, qui est l'Agence nationale de l'aquaculture que nous demandons toujours conseil. Bon, la production que nous faisons au niveau de cette ferme, c'est pas une production commerciale. Pour le moment, nous sommes sur le consommé local parce que nous voulons que dans cette ferme, toute alimentation doit sortir d'ici et non de l'extérieur parce que nous disons que nous promouvons l'agroécologie. On n'est pas trop sûr que ce que nous allons avoir de l'extérieur est vraiment sain ou naturel. Donc, c'est ce qui fait que pour le moment, on n'a pas encore commercialisé le poisson qui est produit ici. C'est souvent des sessions de formation qui sont organisées dans la ferme parce que dans le mois, on peut accueillir 3 à 4 sessions d'organisations qui veulent organiser leurs événements au niveau de la ferme. Donc, c'est au niveau de ces étangs-là où nous pêchons pour l'alimentation de ces sessions ou même de ceux qui sont dans le centre. Parce que nuit et jour, on a du monde dans le centre. Les défis liés à la pisciculture, nous avons vraiment le surpeuplement parce que les tilapias se développent rapidement. Et là, nous avons souvent des problèmes d'oxygène au niveau des étangs. Donc, on a un système de contrôle de pêche que nous faisons tous les mois qui nous permettent de pouvoir élaguer ou bien de faire déplacer des poissons d'un étang à un autre. Donc, aujourd'hui, vraiment, ce défi-là est là. On n'a pas assez d'espace pour l'élevage. Des fois, il y a un surpeuplement. Et ou bien, il y a aussi les mauvaises intentions des acteurs. Comme des fois, on se rend compte qu'il y a un liquide qui est versé dans un bassin et on trouve que tous les poissons sont morts. Et on ne sait pas qui a fait ça. Donc, il y a une insécurité quelque part au niveau de nos étangs. Donc, on pense que c'est des choses sur lesquelles nous devons aussi travailler pour sécuriser nos étangs. L'horticulture par rapport au maraîchage. Parce que nous abritons 30 femmes qui exploitent au niveau de la ferme, plus 5 jeunes.
qui font leur exploitation dans la ferme 12 mois sur 12. Et d'année en année, il y a leurs productions qui sont vraiment, qui évoluent d'une année à l'autre. Et on a constaté aussi au niveau de leur famille qu'il y a une reconnaissance des efforts des femmes, parce que chez nous, malgré que la femme se réveille de 6 heures du matin et elle se couche à 0 heure, les efforts là ne sont pas évalués dans les familles, ne sont pas reconnus. Mais l'homme qui débrousse l'argent, même s'il donne 1000 francs par jour, c'est ça qui est reconnu, c'est ça qui est vu. Alors que le travail que les femmes font ne sont pas comptabilisés ni reconnus. Donc aujourd'hui, nous, on a eu une approche d'accompagner les femmes, d'avoir une reconnaissance au niveau de leur famille et même avoir un appui de leur conjoint. Parce qu'aujourd'hui, c'est elles qui viennent pour travailler, alors qu'elles ont des charges ménagères à la maison. Mais au bout de 2 ans, on s'est rendu compte qu'on a vu la présence de leur famille dans leurs exploitations. Il y a leur mari qui venait travailler à leur place alors qu'elles sont en train de faire d'autres travaux à la maison. Parce qu'il y a une contribution qui se fait au niveau de la famille. On a demandé aux femmes qu'on va mettre une clé de répartition. Et sur cette clé de répartition, nous avons mis 3 parts. La première part, c'est 50% qui doit être dédié aux charges familiales. Donc, c'est la femme de voir quelles sont les faiblesses de la famille. Si, par rapport aux condiments, il y a une léthargie, elle doit apporter son soutien dans ça, sans demander l'avis de son conjoint. Si c'est au niveau de l'éducation ou de la santé, elle doit agir. Et c'est ça qui va apporter la confiance entre les membres de la famille. Donc aujourd'hui, on a constaté que vraiment, il y a même la présence de leurs maris, de leurs enfants au niveau de leurs exploitations qui viennent travailler à leur espace. Donc ça, c'est un atout pour nous. Même au niveau du village, avec les événements collectifs, il y a une contribution de ces femmes auprès du village. Par exemple, les gammons, quand il y a gammon, il y a un montant qui est décaissé parce que sur la clé de répartition, les 50% sont dédiés à sa famille. Les 30%, c'est pour l'économie de la femme. On pousse aux femmes d'ouvrir leur propre compte pour pouvoir augmenter leurs revenus, mais aussi créer d'autres activités génératrices à leur profit. Donc, les 20% sont mis pour le fonctionnement du centre. Donc, aujourd'hui, il y a l'irrigation qui est faite par le centre. Il y a les biofertilisants et les bioprotecteurs qui sont produits par le centre, qu'on met à leur disposition, qu'on les accompagne, mais aussi il y a le renforcement de capacité des techniciens qui sont là, qui les accompagnent dans toutes les techniques de production. Donc ça aussi, ça nécessite un peu des ressources. Donc les 20% sont dédiés au fonctionnement du centre. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on pense que cette activité-là est en train d'accompagner le processus qu'on est en train de mettre en place jusqu'à ce qu'il y ait plus de demandes que de services. Donc aujourd'hui, on est en train de chercher un autre lopin de terre avec l'appui peut-être des partenaires qu'on va solliciter pour qu'on puisse vraiment accompagner plus de personnes parce que les femmes en Afrique, elles ne sont pas propriétaires de terre. Elles ont ce problème. C'est pas l'accès qui est le problème, mais l'appropriation à la terre qui est un problème pour les femmes. Donc, pour pouvoir donner de la terre aux femmes, il faut acheter pour mettre cette terre-là au profit des femmes. Donc, aujourd'hui, c'est cette vision que nous avons par rapport à notre ferme et que nous voulons vraiment que cette vision soit soutenue, mais qu'elle soit promue. On souhaiterait que ça se passe dans d'autres localités pour qu'on puisse asseoir la souveraineté au niveau de nos pays, au niveau de l'Afrique. Mon staff est composé de 13 éléments, dont 7 hommes, 6 femmes. Mais en dehors de ce staff, il y a les 30 femmes qui travaillent dans la ferme, plus les 5 jeunes. On bénéficie des subventions des partenaires
qui sont des partenaires de nos associations de base. Par exemple, le mouvement dont je vous ai parlé, Nous sommes la solution, leurs partenaires financiers donnent des subventions aux organisations. Et surtout par rapport à l'initiative de la mise en place des fermes agroécologiques, on est souvent appuyé par ces partenaires. Voilà. Donc, par rapport à l'appui technique, c'est une ONG qui, depuis le lancement de ce mouvement, qui nous accompagne et qui assure le secrétariat de ce mouvement. L'aspect technique, c'est vraiment ce partenaire-là qui assure l'aspect technique. Nos principaux marchés de vente, on a d'abord les services étatiques de nos localités, mais aussi on a les marchés territoriaux. Voilà, on a les marchés territoriaux. Nous avons commencé à initier, à mettre en place des fermes secondaires. Voilà, donc à partir des recettes que nous avons, on est en train d'acheter des terres dans des zones. Par exemple, à Thionkesil, on a une ferme de 5 hectares. À Sédhiou, on a une ferme de 2 hectares. À Kolda, on a une ferme de 2 hectares. À Tamba, on a une ferme de 2 hectares qu'on est en train d'accompagner pour que ces fermes d'expérimentation et de renforcement de capacité puissent servir plus particulièrement aux femmes et aux jeunes. Notre souhait, c'est vraiment d'arriver à implanter plusieurs fermes agroécologiques. Comme je le disais, l'appropriation à la terre aux femmes est un défi majeur en Afrique. Donc, puisque nos structures sont portées par des femmes rurales, nous pensons que la stratégie d'avoir des terres propres à nos structures de base va faciliter l'appropriation des terres aux femmes, mais aussi la mise en œuvre de leurs activités pour qu'elles puissent aller vers l'autonomisation et la souveraineté alimentaire dont on recherche. C'est ça notre perspective et c'est notre objectif aujourd'hui. Pour les prochaines années, c'est vraiment arriver à faire fonctionner les 5 fermes que nous avons déjà initiées depuis l'année passée, de les mettre ensemble, les 5 fermes secondaires que je viens de citer, comment arriver à les rendre fonctionnelles. Parce que dans les fermes, c'est des fermes intégrées. On a l'espace, il faut sécuriser, il faut mettre de l'eau en faisant des forages, il faut irriguer, mais il y a aussi des activités que nous mettons en place, que nous souhaitons mettre en place dans nos fermes pour qu'on aille vers la souveraineté alimentaire. Parce que nous, on pense que c'est pas l'agriculture seulement qui va nous permettre d'aller à avoir notre souveraineté. Dans l'agriculture, on a l'élevage, on a la pêche, on a la transformation, on a l'apiculture, on a l'agroforesterie, on a les semences paysannes. Tous ces domaines-là doivent être développés. On a l'élevage, etc., qu'on doit arriver à installer des expérimentations par domaine au niveau de ces fermes, mais au profit des acteurs de la zone pour qu'on puisse vraiment dissimer tout ce qu'on a comme savoir par rapport à cette pratique agroécologique, que nous pensons que c'est seule cette pratique qui peut nous permettre d'aller vers la souveraineté alimentaire. La recommandation que j'ai par rapport aux jeunes, c'est d'embrasser cette pratique agroécologique. Parce que c'est une pratique qui te permet d'aller dans la durabilité. Mais aussi, c'est une pratique qui te permet de produire des aliments sains et nutritifs. Et ensuite, qui te permet de faire des économies, de faire de l'argent. Mais l'autre pratique agricole, qui est le conventionnel, ça te donne des revenus, mais ça ne te donne pas la santé. C'est pas durable. Donc, il faut qu'il soit patient, qu'il soit engagé, motivé, déterminé dans toute activité qu'ils veulent entreprendre pour qu'ils puissent aller vers cette souveraineté dont on recherche. Donc, je leur conseille
de retourner à la terre. Il n'y a pas un métier qui est meilleur que l'agriculture avec grand A. C'est dans cette pratique ou bien dans ce domaine où on peut retrouver l'indépendance dont on recherche. Parce qu'avec l'agriculture, tu n'as pas une lettre d'explication à écrire à qui que ce soit. L'argent que tu vas générer de cette agriculture est de ta propre sueur et tu n'as pas de compte à rendre à qui que ce soit sur la gestion que tu dois faire de ton argent. Donc, je pense que quelque part, les gens, comme ils sous-estiment l'agriculture pour dire que tous ceux qui sont dans l'agriculture sont des pauvres, moi je dis que c'est une ignorance. Parce que il n'y a pas un métier plus noble que l'agriculture, à mon avis. Même étant une croyante, quelque part, je dis que si les agriculteurs ne vont pas dans le paradis, personne n'ira. Ça, c'est mon avis personnel. Parce que je pense qu'un agriculteur, il n'y a pas plus croyant qu'un agriculteur. Quelqu'un qui n'a rien à manger, il n'a que ses graines dans ses mains, mais il croit. Quand il les enfouit à l'intérieur de la terre, il ne sait même pas ce qu'il y a dans la terre, il n'a ni laboratoire, ni rien. Mais il croit à son créateur. Il va tout enfouir et attendre que ça pousse. Est-ce que ça va pousser? Est-ce que ça ne va pas? Il n'y a pas plus croyant que ça. Et quand ça pousse, c'est pas lui seulement qui va se servir. Tout ce qui est bien, qui est être vivant, vont s'en servir. Et tout ça, c'est au profit de qui? Donc, je dis bien que il n'y a pas un métier plus noble que l'agriculture. Et il n'y a pas un pays qui s'est développé sans l'agriculture. Donc, je pense que nos jeunes doivent être fiers parce qu'en Afrique, Dieu nous a tout donné. On a la terre, on a le soleil, on a l'eau, on a tout ce qu'on a besoin pour développer notre agriculture. Donc, c'est l'engagement, la détermination, le dévouement, l'amour et la patience qui nous manquent. Et je pense que les jeunes doivent aller vers ça pour qu'on puisse aller vers cette vraie souveraineté dont on demande. Donc, mon dernier mot, je tiens vraiment à vous remercier, vous, les médias, qui nous permettent d'amener nos voix là où on ne peut pas arriver. Et nous pensons que c'est les seuls moyens qui nous permettront de pouvoir toucher plus de personnes sur nos visions et nos perspectives par rapport au développement de nos localités, de nos terroirs, de nos pays et de notre continent. Je tiens à remercier les initiateurs de ce travail, mais je tiens aussi à encourager les jeunes et les femmes parce que c'est les actrices de leur terroir et c'est à elles de travailler pour qu'on puisse atteindre cette souveraineté dont on réclame un peu partout. Merci beaucoup.